Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. ça part ici. Bonjour, alors bienvenue au 3e épisode de Sciensationnel, le podcast de vulgarisation avec la CFAC, l'Université de Sherbrooke, puis en collaboration aussi avec le Rexus et Promotions. Aujourd'hui, on reçoit la professeure Marie-Ève Paquette de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Marie-Ève est professeure à l'Université Laval et puis elle est aussi un laboratoire de recherche dans le Centre de recherche cerveau à Québec, je suppose. Oui. Puis ils font de la recherche immunologique, puis aussi sur le lien microbiote, neurosciences, toutes ces choses-là. Puis aujourd'hui, on va discuter de le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On va essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ça, puis vous comprenez un peu mieux pourquoi quand vous pognez une grippe et vous repognez la grippe, c'est pire ou c'est moins pire. Fait qu'on va essayer ça comme ça. Donc, bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Ben, de rien, ça me fait plaisir. La première femme que je reçois à mon podcast. Fait que c'est le fun. Il faut représenter la féminité dans la science parce qu'il y en a quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va commencer par l'immunité. C'est quoi? En fait, l'immunologie, c'est un domaine d'études qui m'intéresse. Moi, j'ai fait des études en immunologie. Puis en fait, c'est l'étude des mécanismes de défense de l'organisme contre les infections. Okay. En fait, même avec toutes les expositions qu'on a avec l'extérieur, l'environnement, la plupart d'entre nous, on est en santé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut rester en santé malgré qu'on est exposé à un paquet de choses à l'extérieur? Puis, en fait, quand on devient atteint d'une infection quelconque, ben, on est aussi, la très grande majorité du temps, capable de s'en débarrasser. Donc, c'est quoi les mécanismes, en fait, qui sont associés à ces phénomènes-là? Puis, dans le fond, je pourrais peut-être dire qu'il y a 4 éléments vraiment essentiels dans notre système immunitaire, 4 phénomènes, en fait, sur lesquels on peut compter. Il y a vraiment la reconnaissance, okay. Puis on pourra en parler parce que ça se fait à différents niveaux. Il y a des fonctions effectrices qui permettent de contenir les infections. Okay. Il y a un système d'autorégulation qui permet au système immunitaire d'éviter, en fait, de partir en fou, puis qui permet une fois que l'infection est terminée, ben, de revenir à la base puis au calme, si on peut dire. Puis, il y a aussi la mémoire immunologique qui, comme tu le mentionnais tantôt, peut nous éviter de ressentir les mêmes symptômes désagréables si jamais on est exposé au même pathogène une deuxième fois. Mm-hmm. Donc, c'est à peu près ça. Puis, ben, il y a différentes composantes, en fait, dans le système immunitaire. Il y a les cellules, donc les cellules du sang. Donc, beaucoup de cellules qui sont dans notre sang, on va les appeler communément les globules blancs. OK. Ou on peut les appeler aussi les leucocytes. Il y a plusieurs sortes de leucocytes. Puis on peut les catégoriser. Là. Il y a des leucocytes qui sont plus de type myéloïde, puis d'autres de type plus lymphoïde. Ça, c'est dans la forme qu'ils ont? Ou? Non, en fait, c'est dans leur origine, okay. puis dans leur fonction aussi. Okay. Mais donc, toutes ces cellules-là, toutes les leucocytes ont une origine commune qui s'appelle la cellule souche hématopoïétique, qui va en fait être une cellule qui va se différencier au fur et à mesure qu'elle se divise pour devenir tout un paquet de cellules différentes. Il va avoir
les lymphocytes B, les lymphocytes T, les macrophages. Pendant le développement, en fait, les cellules, les leucocytes originent toutes d'un progéniteur commun. Puis au fur et à mesure du développement, ils vont se différencier puis se spécialiser au niveau de leur fonction. Puis on peut les séparer en deux grandes catégories, myéloïdes puis lymphoïdes. Est-ce que les cellules la cellule souche hématopoïétique, est-ce que c'est elle qui fait aussi les globules rouges? Oui, exactement. Okay, elle fait comme toutes les cellules dans notre sang, dans le fond. C'est ça, exactement. Exactement. Sauf que les globules rouges, les érythrocytes, eux, sont en charge, en fait, de transporter l'oxygène. Sont pas vraiment. Ouais. La cellule souche hématopoïétique, elle va aussi faire les plaquettes. Dans le fond, où on peut les appeler aussi les thrombocytes, qui sont en charge de la coagulation. La coagulation, c'est ça. Puis ça, c'est quand même important pour combattre aussi pour empêcher les pathogènes de rentrer. Là. Puis donc, cette cellule souche-là, hématopoïétique, on la retrouve dans la moelle osseuse. En fait, au niveau du système immunitaire, il y a les cellules, puis il y a aussi des organes qu'on va appeler des organes lymphoïdes. Donc, dans les organes lymphoïdes, il y a des organes lymphoïdes primaires. Puis ça va être les sites où les cellules de l'immunité se développent. Donc, par exemple, justement, la moelle osseuse, ça va être vraiment là où on va retrouver les cellules progénitrices. Puis, l'autre organe lymphoïde primaire, c'est le thymus, qui est ici, là. Par-dessus notre cœur. Oui, un petit peu plus haut, en fait. Juste un petit peu plus haut. Puis ça soutient ou supporte le développement des lymphocytes T. Toutes les autres cellules se développent dans la moelle osseuse. Mais nous, on n'en a plus de thymus. Parce qu'on est adulte. En fait, bon point. Donc, on en a un, mais il est rendu tout petit. Ah oui, tout à fait. Puis le mien est encore sûrement plus petit que le tien. Donc, en fait, c'est un bon point parce que le développement des cellules de notre système immunitaire, il se fait en grande majorité là, pendant le développement embryonnaire puis pendant la jeune enfance. Là, quand on est rendu adulte, en fait, notre système immunitaire, il s'est développé puis on a toutes les cellules dont on a besoin, en fait. Donc, si on se fait enlever le thymus quand on est adulte, il n'y aura absolument pas d'impact. Puis, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, on en retrouve partout dans le corps. Puis ça, par exemple, il y a les ganglions lymphatiques. Il va avoir la rate, il va avoir les amygdales. Il y a beaucoup de tissus lymphoïdes associés à l'intestin. Donc ça, c'est plutôt des sites qui vont être des réservoirs de cellules immunitaires et qui vont plutôt supporter la réponse immunitaire elle-même, l'activation des cellules, comme l'activation des lymphocytes T ou des lymphocytes B. OK. Puis, pour communiquer, en fait, partout à travers le corps, nos cellules peuvent aussi être transportées par le sang, mais aussi par le système lymphatique. Oui. Ça, c'est comme nébuleux. On dirait que les gens, explique-nous donc c'est quoi le système lymphatique pour que. Le système lymphatique, là, c'est un système qui irrigue, en fait, à peu près tout le corps, sauf, je vais te dire, probablement la cornée puis le système nerveux central. Et c'est des vaisseaux, puis on a différentes grosseurs de vaisseaux. Puis il y a du liquide qui se promène là-dedans, qu'on appelle la lymphe. Puis ça permet de transporter des nutriments, des cellules. Puis le système lymphatique est aussi vraiment impliqué dans l'irrigation des tissus. Fait que quand, par exemple, tu as du liquide qui se retrouve dans un tissu, à un moment donné, ce liquide-là, il ne peut pas rester dans le tissu, il va être réabsorbé par le système lymphatique. Puis donc, la lymphe, elle passe par les organes lymphoïdes, puis elle peut amener des choses dans les organes lymphoïdes, puis elle peut amener des cellules, faire sortir les cellules. Puis il y a aussi un lien entre le système sanguin puis le système lymphatique. Mm-hmm. Bon, c'est intéressant. Le monde va pouvoir comprendre que c'est là. Puis mais je comprends que c'est nébuleux. Puis
En fait, même, on peut se poser la question dans notre système vasculaire, il y a le cœur qui fait circuler le sang, mais le système lymphatique, c'est ça. C'est comme, c'est pas lié à un muscle, là. Fait que ça circule, en fait, on va appeler ça la pompe musculo-squelettique. Donc, c'est vraiment nos mouvements qui vont faire bouger la lymphe, puis notre respiration qui va créer des changements de pression et tout. Donc, faut garder en tête que ça circule, mais quand même pas à la même vitesse que le sang peut circuler parce qu'il n'y a pas de pompe comme telle, comme le cœur, là, pour faire circuler. Dans le fond, mettons que moi, je suis un pathogène. Ouais. Là, j'arrive sur ta peau. Ouais. Là, comment je vais faire? Comme c'est quoi les ennemis que je vais rencontrer? Ouais. Ben, en fait, justement, la première chose, ça va être la peau. Fait que mon organe préféré. Les vraies premières lignes, ça va être de défense, ça va être des barrières physiques. Fait que justement, la peau, le mucus, les poils, tout ce genre de barrières-là. Si jamais il y a un micro-organisme qui passe à travers de ça, ben, il y a des barrières un peu de type chimique. Fait qu'il peut y avoir des enzymes qui peuvent détruire des micro-organismes, du pH mettons un pH vraiment bas dans l'estomac, par exemple, ce genre de truc-là. Si jamais ça réussit à passer quand même, ben là, les premiers genres de cellules qu'un micro-organisme risque de rencontrer, il y a beaucoup de chances que ça soit par exemple, des neutrophiles, qui sont des cellules qui sont en assez grande quantité dans le sang, par exemple, puis dont la fonction est vraiment de phagocyter des débris ou des micro-organismes. Phagocyter, ça veut dire avaler. Oui, c'est ça. Ça veut dire ramasser puis détruire. Oui, mais c'est comme ils prennent leurs petites pattes, là, puis là, ils attrapent la chose qui les dérange, puis ils le détruisent. C'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que dans mon cours, j'aime bien montrer un vidéo, en fait, d'un neutrophile qui attrape une bactérie. Puis il y a des gens qui ont été capables de filmer en accéléré le neutrophile dans un pétri, là, pas dans le corps, mais dans un pétri, tu mets une bactérie, puis le neutrophile est là, puis tu vois le neutrophile qui se promène, puis qui est attiré, en fait, par la bactérie, puis qui finalement finit par l'attraper puis le manger. Il y a des messagers chimiques qui sont libérés par les bactéries, puis aussi même par notre corps, qui vont faire que les neutrophiles vont être attirés aux endroits où il y a une infection. Ouais, c'est ça, exactement. Puis dans le fond, les neutrophiles, c'est des globules blancs? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a les neutrophiles, il peut y avoir les macrophages aussi. Donc, ça, c'est toutes des cellules du système immunitaire non spécifique, si on peut dire. Donc, ils vont phagocyter puis ils vont reconnaître de façon pas très, très spécifique, là, en fait, à peu près n'importe quel microbe. Il y a un système de reconnaissance que les macrophages, entre autres, vont utiliser, qui est basé sur des patrons microbiens, qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y a des structures que les microbes vont avoir, que les cellules animales ont jamais. Ouais, fait que ça, comme tout de suite, c'est sûr, c'est mauvais, ça, là. C'est ça, exactement. Fait que, sans que ça soit hyper spécifique, c'est quand même des types de structures qui sont, disons, uniques à des pathogènes et que notre système immunitaire va être capable notre système immunitaire inné, là, ou première ligne de défense, tout ça, va être capable de reconnaître, là. Donc, ça peut être des structures qu'on va retrouver à la surface des bactéries. Ça peut être des structures qui sont associées à du génome viral, par exemple. Donc, plusieurs types de structures. J'ai une question comme ça un peu. Oui. Parce que là, moi, dans le fond, quand tu as dit ça, je pensais à la flagelline. Ouais. Dans le fond, une protéine après les petites queues des bactéries. Oui, exact. Il n'y a aucune cellule qui a ça chez les mammifères, mais c'est pas vrai, mais ils n'ont peut-être pas le patron spécifique de la flagelline.
Parce que mettons, les spermatozoïdes, ils ont des flagelles. Ouais. Mais c'est ça. Mais ils n'ont peut-être pas le patron. Ouais. Exact, là. Fait que c'est ça, exactement. Puis, par exemple, les lipopolysaccharides, c'est vraiment un exemple. C'est ça qui forme les parois, c'est ça? C'est ça, exactement, des bactéries, de certains types de bactéries. Okay. Ben oui, ça, c'est sûr que tout de suite, c'est pas normal. Oui, c'est ça. Donc là, on a ça va être dans les premières choses quand même qui vont se produire. Puis, ces étapes-là vont permettre d'activer, en fait, nos cellules qui sont vraiment plus spécifiques, de l'immunité spécifique, du système immunitaire adaptatif, si on peut appeler ça comme ça, là. Donc, qui sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B et les lymphocytes T, eux, ils vont reconnaître les pathogènes de façon très, 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 très précise à l'aide des récepteurs spécifiques. Puis au début, je disais qu'une des caractéristiques du système immunitaire, c'était vraiment basé sur la reconnaissance. Mm-hmm. Puis donc, c'est vraiment ça. Les lymphocytes B et les lymphocytes T, ils ont à leur surface des récepteurs spécifiques. Puis quand je dis spécifique, là, c'est pas le même genre que les patrons microbiens. Là. Ils reconnaissent quelque chose de très, 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 très spécifique et ils reconnaîtront jamais quelque chose d'autre. Là. Mm-hmm. Ouais, juste, ils ont comme une seule. Ben, les lymphocytes, tu sais, aussi? Oui, les B et les T, c'est juste que leur mode de reconnaissance est différent. OK. Donc, là, c'est un peu difficile à expliquer à la radio sans support visuel, je trouve, là, mais je peux essayer de le dire quand même. Donc, les lymphocytes B, leur récepteur va être capable de reconnaître, en fait, premièrement, la structure que les lymphocytes reconnaissent, on va appeler ça un antigène. Mm-hmm. OK? Donc, ça va être vraiment la partie du pathogène là, qui est reconnue. Puis donc, les lymphocytes B, ils vont reconnaître leur antigène quand il est tout seul. Je veux dire, quand ils vont reconnaître la bactérie directement, par exemple. Ils peuvent reconnaître. Pont entre les deux. C'est ça, exactement. Tandis que les lymphocytes T, eux, ils ont besoin qu'une autre cellule vienne leur présenter l'antigène. Okay. Fait que c'est comme tu dis, ils ont besoin d'un petit pont, ils ont besoin d'un intermédiaire. Sont pas capables de reconnaître. Un lymphocyte T ne reconnaîtra jamais une bactérie tout seul. Okay, il a besoin qu'une autre cellule lui dise tiens, voici, ça, c'est ce que tu es capable de reconnaître. Les lymphocytes B, c'est genre des super-héros. Là. Les autres, ils vont dans la rue puis ils attrapent les méchants directement. Mais les lymphocytes T, c'est comme des policiers. Là. Puis il faut qu'ils attendent que le super-héros vienne leur dire. Là. C'est ça. Fait qu'en fait, le lymphocyte B peut, en fait, présenter des antigènes aux lymphocytes T. Ah, ben, ça devient bien compliqué, mais ouais. Fait qu'il y a certains types de cellules qui sont capables de présenter des antigènes aux lymphocytes T. Puis les lymphocytes B, c'en est un. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce système-là, c'est qu'il y a une reconnaissance très spécifique. Puis, je disais aussi, dans une autre des caractéristiques, c'est qu'il y a un système d'autorégulation. Mm-hmm. Il y a un système pour éviter les erreurs. OK? Donc, à chaque fois qu'un lymphocyte va reconnaître son antigène, il faut en fait qu'il y ait deux signaux qui soient envoyés. Il faut qu'il y ait comme deux étapes de reconnaissance. Mm-hmm. Parce qu'il y a comme un genre de backup. OK. Parce qu'il pourrait avoir une reconnaissance qui serait un peu un genre de petit hasard. Ouais. Mais ça serait pas suffisant. Il faut qu'il y ait une autre reconnaissance aussi. Puis là, qui va vraiment confirmer que c'est vrai qu'il y a un pathogène. C'est pas juste un hasard. Ça déclenche quand même une grosse réponse. Là, fait que c'est comme on va pas leur mettre une bombe si on n'est pas vraiment sûr. Là, C'est exactement. Puis si ça devient déréglé, tout ça, là, il peut avoir, comme tu disais, des conséquences assez désastreuses. Là. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de backup pour s'assurer que c'est une vraie reconnaissance. Il y a beaucoup de backup aussi. On parlait des organes lymphoïdes tout à l'heure. Là,
les organes lymphoïdes secondaires, aussi, il y a des backups. Quelqu'un peut se faire enlever des ganglions lymphatiques, puis ça changera absolument rien. Tu peux te faire enlever la rate, ça changera rien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est bien optimisé pour que ça fonctionne bien. Mais au niveau des cellules, des lymphocytes et des lymphocytes B, donc comme il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités d'antigènes qui peuvent exister, là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lymphocytes et lymphocytes B différents, donc qui seraient capables potentiellement de reconnaître un antigène différent, qui ont beaucoup de spécificités différentes. Mais on n'a vraiment pas beaucoup de cellules de chaque sorte. OK? Donc, dans le processus de la réponse immunitaire, fait que là, une fois que notre pathogène est rentré, le système non spécifique est activé, là, il y a des cellules là-dedans qui sont capables de présenter au système adaptatif. Là, les lymphocytes B-T reconnaissent pour de vrai. Mais là, il y en a peut-être juste un lymphocyte qui va reconnaître, là, parce que... Fait que ça prend un processus d'amplification. OK. Ouais, trouver le The One, là, il y a le bon récepteur qui fit avec le bon antigène. Exactement. Puis comme on en a beaucoup, beaucoup de possibilités, on n'a pas beaucoup de cellules de chaque sorte, ben quand il y en a une, The One, elle, ça ne sera pas avec une cellule quand tu vas te débarrasser d'une infection bactérienne. On va la dupliquer. Il faut la trouver. Hein. C'est ça. Donc, une fois qu'elle devient activée, pour de vrai, avec les deux signaux, bien là, elle se met à se répliquer, puis on va appeler ça une amplification clonale. Donc, elle fait vraiment des copies d'elle-même. Puis ça devient une armée. Ça devient une armée de, ben, tu sais, comme dans Star Wars, là. Ouais. C'est ça, exactement. Elles sont toutes pareilles. Puis ça, ce phénomène-là, ça se produit justement dans les organes lymphoïdes secondaires. OK? Fait juste quand nos ganglions là, font mal, OK? Ben, c'est parce qu'il y a une réaction immunitaire qui se produit dedans. Là. Il y a beaucoup de cellules qui sont en train de se diviser puis qui font leur clone. Ben, pendant ce temps-là, ça fait que nos ganglions, ils grossissent, ils prennent beaucoup de volume. Puis ça peut devenir inconfortable aussi. Puis à un moment donné, ben, les cellules, ils vont partir puis ils vont aller faire leur travail. Là. Mais comment, comment la cellule avec son présentateur là, qui présente l'antigène, comment elle trouve? Oui, c'est bon. C'est une très bonne question. Il faut la trouver avant de l'amplifier. Oui, c'est ça. Donc, il y a des... Donc, il y a, en fait, justement, il y a des cellules qui se promènent dans notre corps puis qui résident à différents endroits ou qui se promènent un peu, qui sont là pour, justement, trouver les antigènes. Puis là, ben, ça se peut qu'ils vont trouver des antigènes, ils vont les transporter aussi, ils vont se promener dans la lymphe, ils vont se promener dans le système, puis à un moment donné, ils vont croiser leurs cellules. Là. Mais il y a plusieurs présentateurs. Il n'y a pas juste comme un antigène et un présentateur qui se promènent pour trouver la cellule. C'est ça. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes, on peut les appeler comme ça, eux autres, il y en a beaucoup, puis ils vont présenter de toutes, en fait. Fait que eux autres, ils présentent, puis à un moment donné, ils vont rencontrer quelqu'un qui est prêt à les recevoir, là, et qui sont prêts à activer. Puis c'est ça, il y a un mouvement quand même, puis ces cellules-là, il y a des antigènes qui vont bouger aussi, il y a des fragments de bactéries qui vont se ramasser un peu partout dans le corps. Il y en a qui vont être transportés par différents mécanismes et tout. Donc, ils finissent par se rencontrer. Puis tu sais, les bactéries, il y a quand même beaucoup plus de bactéries qu'il peut avoir de cellules mammifères, dans le fond. Donc, proportionnellement, il y a quand même des bonnes chances qu'ils puissent se rencontrer. Là, ouais. Mais, tu sais, mettons qu'on présenterait quelque chose qui serait pas correct. Mettons que on prend un petit morceau, mais c'est un morceau d'une de nos cellules qui était trop vieille et elle est morte. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est
on a personne qui va la reconnaître, mais comment on sait qu'il y a personne qui va la reconnaître? Comment on est sûr de ça? Ben, en fait, donc, c'est super bien ce que tu dis parce que c'est important de garder en tête que tu as raison, nos cellules présentatrices d'antigènes, ils vont présenter des pathogènes, mais ils vont présenter aussi plein d'autres affaires. Donc, par exemple, mettons un macrophage qui va phagocyter des pathogènes, il va aussi phagocyter des cellules endommagées, puis il va pouvoir présenter des petits fragments, comme tu disais, de cellules endommagées. Puis là, ben, qu'est-ce qui fait que notre système immunitaire va pas réagir à ça? C'est parce que il a été entraîné, en fait, pendant son développement. Puis là, on dit il a été entraîné, on va appeler ça la sélection, en fait. Donc, ça se passe justement dans les organes lymphoïdes primaires, comme la moelle osseuse pour les lymphocytes B, puis le thymus pour les lymphocytes T. Donc, pendant le développement des lymphocytes, il va y avoir plusieurs étapes où le récepteur spécifique des lymphocytes va se former, s'assembler, puis pendant ces étapes-là, il va aussi entrer en contact avec des protéines ou des fragments de notre corps. OK? Mm-hmm. Parce que là, normalement, on s'imagine que pendant le développement embryonnaire, il n'y a pas beaucoup de pathogènes. Mm-hmm. Normalement, là, c'est pas mal clean comme environnement. Donc, la supposition est que ce qui va être détecté ou vu, ou ce avec quoi nos lymphocytes en formation vont entrer en contact, en fait, ça va être quelque chose qui est normal, puis quelque chose qui fait partie de notre corps de façon normale. Parce que nos lymphocytes, ils se développent quand on est un fœtus? Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Donc, ils se développent vraiment, là, on va appeler ça le répertoire. Donc, toutes les possibilités de récepteurs possibles, toutes les possibilités de récepteurs que les lymphocytes TB peuvent exprimer, là, ça va se construire. C'est le répertoire qu'on appelle ça. Ça va se construire pendant le développement embryonnaire, puis un petit peu après aussi, mais beaucoup pendant le développement embryonnaire. Puis, donc, à ce moment-là, il n'y en a pas vraiment de pathogènes. Donc, si on a, par exemple, un lymphocyte B qui est en développement dans la moelle osseuse et qui exprime un récepteur qui, soudainement, reconnaît quelque chose, c'est-à-dire qu'il lit de façon assez intense, avec une bonne force, quelque chose qui est présent dans la moelle osseuse à ce moment-là, ben c'est pas une bonne idée. Mm-hmm. Parce que ce qui se retrouve là à ce moment-là, ben c'est quelque chose de normal. Mm-hmm. Donc, ces lymphocytes-là, ils vont être complètement éliminés. Mm-hmm. De telle sorte que ce qu'on retrouve à la fin du développement, ben c'est des lymphocytes qui ont finalement rien reconnu pendant leur développement. Là. OK. Fait qu'eux, on est sûr qu'ils ne vont pas reconnaître nous puis ils ne vont pas essayer de nous attaquer nous-mêmes. Ben, alors, on est sûr, mais... Oui, hein, parce qu'il y a des maladies auto-immunitaires. Là, fait qu'il y a deux choses. Donc, on est sûr, mais parce que je te dis, mettons que les lymphocytes T se développent dans le thymus. Mm-hmm. Ben, est-ce que dans le thymus, on va avoir... tout. Ah ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va vraiment, vraiment avoir de tout? Mm-hmm. La réponse, c'est oui et non. Ouais. Parce que, évidemment, que dans le thymus, on n'a pas de tout, mais c'est vraiment, vraiment fantastique. Il y a des mécanismes qui font que dans le thymus, il va avoir une présence de certaines protéines qui n'ont rien à voir avec le thymus et qui servent justement à la sélection des lymphocytes T. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est que ça ne sera jamais tout. Par exemple, là, mettons, ce qui va être associé des protéines ou des antigènes potentiels là, qui seraient associés avec une grossesse. Okay? Oui, il y en a pas.
il y en aura pas parce qu'ils sont même pas là. OK? Puis ça, ben, ça se pourrait que ça apparaisse, puis ça se pourrait que ça apparaisse jamais chez quelqu'un, là. OK? Donc, quand je parlais tantôt qu'il y avait un système de backup, ben, il y a un peu de ça aussi. Donc, il y a un système, on va appeler ça de la tolérance, qui se développe au niveau, justement, du développement. Puis, il y a un système de tolérance qui existe, qui est on va appeler ça en périphérie. C'est-à-dire, une fois que les lymphocytes sont sortis des organes lymphoïdes primaires, qui sont matures, puis qui sont tous bien formés, ben, il y a des phénomènes de backup qui vont faire que, justement, si c'est un antigène du soi normal, là, il n'y aura pas 2 signaux qui vont permettre d'activer. Puis donc, ils vont peut-être se faire détecter, mais ça ne sera pas suffisant pour enclencher une réponse immunitaire. Puis si ces mécanismes-là font défaut, ben là, malheureusement, c'est là où on peut avoir des problèmes d'auto-immunité. Fait que les problèmes d'auto-immunité peuvent être liés au développement. On peut avoir des problèmes justement au niveau de la sélection pendant le développement. Puis on peut avoir des problèmes plus tard là, qui sont soit d'ordre génétique. Donc, il y a quand même des facteurs génétiques importants avec les maladies auto-immunitaires. Puis il y a des facteurs environnementaux aussi qui vont induire des problèmes d'auto-immunité. Là. Fait que ça, l'auto-immunité, c'est vraiment quand notre système immunitaire se met à attaquer notre propre corps. Ça peut faire des réactions vraiment locales de destruction, entre autres. Ça peut faire des réactions vraiment systémiques qui vont avoir un impact sur tout notre corps au complet. Et dans le fond, là, j'ai pensé à quelque chose pendant qu'on parlait d'aller chercher les choses qui ne sont pas nous, détruire, mais on parlait un peu du microbiote, là, qui dans le fond, des bactéries qui nous colonisent. Là. Mais si la première ligne de défense, elle reconnaît des patrons moléculaires associés à des microbes, pas nécessairement des pathogènes, là, ça peut être des microbes. Comment on ne vient pas à bout de notre microbiote, dans le fond? Oui, c'est super bon, tu as des bonnes questions. Ben, en fait, on parlait aussi de la première ligne de défense comme étant des barrières physiques. Ils se mettent dedans. Fait que notre intestin, là, c'en est une barrière physique. Donc, il y a quand même peu de bactéries qui vont traverser de l'autre côté de l'intestin. Fait qu'ils vont vraiment rester là à l'intérieur de l'intestin, faire leur petit job là. Il y a du mucus qui va faire aussi, qui va empêcher que ça traverse. Puis, on a aussi tout un système, là, ça va un peu dans les détails, mais on a des lymphocytes B qui ont plutôt un impact positif, en fait, à ce niveau-là, puis qui vont sécréter des anticorps qui vont empêcher à certains micro-organismes de traverser. OK. Puis, on est conscient aussi que la barrière physique est vraiment importante parce que il peut s'installer des fois des cercles vicieux dans l'intestin. Là. Par exemple, si tu as une lésion au niveau de l'intestin, ben là, il peut y avoir justement des bactéries qui peut-être normalement sont des bonnes bactéries, comme tu dis, mais là, ils vont se mettre à traverser. Puis là, ils vont déclencher une réponse immunitaire. Puis là, la réponse immunitaire, ben ça va quand même aussi des fois détruire un peu de cellules. Puis là, ça peut augmenter la perméabilité de l'intestin. Ça va permettre encore plus de choses de traverser. Fait que dans les maladies comme la maladie de Crohn ou le côlon irritable, ce genre de maladies-là, ben c'est souvent un peu ça qui arrive, là, un problème de chronicité où tu as une espèce de cercle vicieux qui fait que l'intestin est compromis, puis là, il y a des bactéries qui sortent. Ça fait de l'inflammation, ça détruit un peu de tissu, ça augmente encore la perméabilité de l'intestin, etc., etc. OK. Mais en fait, c'est vrai que, tu sais, quand je repense à ça, l'intestin, c'est comme l'extérieur du corps en théorie. Fait que c'est ça. C'est dans notre corps. Fait que là, j'étais comme, oh, mon Dieu, mais c'est vrai, tu sais, c'est notre corps. Mais
mais c'est comme en dehors, fait qu'ils sont pas vraiment dans nous. Là. Comme, ben oui, mais comme... Ben, sont protégés quand même. Il y a une barrière physique là, qui existe. Mais ils sont pas dans notre sang parce qu'ils ont quand même le mucus. Puis, c'est ça, exactement. Puis c'est un peu, il y a quelque chose de semblable aussi là, au niveau du poumon, au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux, tout ça, c'est toutes des portes là, vers l'extérieur, mais où il y a quand même des mécanismes là, qui limitent, en fait, qui font une certaine barrière physique puis qui limitent la pénétration des micro-organismes là, vraiment vers l'intérieur du corps. Tantôt, on parlait d'inflammation. Inflammation, qu'est-ce que c'est l'inflammation, mettons, en résumé? Qu'est-ce qu'on veut dire par inflammation? Bien, on peut regarder l'inflammation avec plusieurs yeux, là, si on peut dire. Là. On peut regarder les manifestations de l'inflammation. Tout le monde a déjà ressenti l'inflammation. Ça a des symptômes assez reconnaissables là, d'enflure, de rougeur, de chaleur. Fait en gros, là, l'inflammation, c'est ça les manifestations. Puis, en fait, ce qui mène à ces symptômes-là, c'est vraiment une réaction, en fait, qui est enclenchée par une réaction de notre système immunitaire. Donc, il va y avoir plusieurs petites molécules, en fait, qui vont contribuer à, par exemple, perméabiliser les vaisseaux sanguins. Donc, la perméabilisation des vaisseaux sanguins, ben, c'est bien parce que ça permet aux cellules immunitaires de s'en aller dans les tissus. OK? Ça, c'est important, mais en même temps, ça fait sortir du liquide, ça va faire enfler. OK? La réaction immunitaire elle-même, il y a de la destruction quand même qui est associée à ça. Donc, nos lymphocytes T cytotoxiques, par exemple, ils vont tuer des cellules. Même les bactéries, là, il y a des mécanismes non spécifiques qui vont faire que les bactéries ils vont mourir. Ben là, ils vont mourir, ça va libérer des petites molécules qui vont engendrer encore plus d'activité au niveau des phagocytes, qui vont recruter d'autres cellules, etc. Donc, c'est vraiment une espèce de réaction en chaîne un peu qui fait que à un moment donné, ça active le système immunitaire, ça permet de se débarrasser d'un pathogène, mais ben, localement, on va ressentir quand même des effets un peu désagréables. Ben parce que dans le fond, il y a une bataille localement quelque part. C'est ça, exactement. Puis, il y a de la mortalité cellulaire, c'est sûr. Il y a de la perméabilisation des vaisseaux sanguins. Il y a de l'infiltration de cellules dans les tissus. Il y a de l'infiltration de liquide dans les tissus, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, ben, quand la bataille est finie, ben, tout ça, ça rentre dans l'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi il y a des systèmes d'autorégulation qui font que c'est ça. Quand la bataille est finie, c'est terminé. Puis si l'inflammation continue puis qu'il n'y a plus vraiment de cause, ben là, ça devient vraiment un problème chronique qui n'est plus en lien avec la réaction immunitaire initiale, mais qui devient un problème peut-être un petit peu plus complexe à gérer, parce que les symptômes sont encore là, mais la raison n'est plus vraiment là. OK. Puis, comment est-ce qu'on aborde les vaccins dans toute cette histoire-là? Oui, bien là, en fait, ça fait référence, les vaccins, à la mémoire immunologique, qui est une autre des caractéristiques importantes de notre système immunitaire. Donc, les vaccins, peut-être pour donner une petite perspective historique aux vaccins, là. Dans le fond, la science de l'immunologie, c'était quand même assez jeune. Ça date de la fin du 18e siècle. Puis on attribue la naissance de l'immunologie à un médecin anglais qui s'appelait Jenner, qui a vraiment
inventé, en fait, le processus de vaccination. Puis c'est même lui qui a donné le nom. Donc, Je pense que c'est le monsieur du Moyen-Âge. c'est du 18e siècle, donc 1750 Et quelques. c'était inspiré du monsieur du Moyen-Âge. En fait, donc, il s'est inspiré de un phénomène qui... donc, le problème de Jenner, c'était avec le virus de la variole. Mhm. OK? Puis, donc, lui, ce qu'il avait remarqué, c'est que les femmes qui travaillaient à la traite des vaches étaient beaucoup moins affectées par la variole que les autres personnes en tant que groupe, là. Mhm. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le virus, en fait, il ne savait pas que c'était un virus, mais des lésions, disons, de variole de bovins. Il a infecté des humains avec ça. Puis après ça, il a vu, puis il a démontré que ça les protégeait contre la maladie humaine. Mhm. OK? Ce qui se faisait avant, fait que ça, il a appelé ça la vaccination. Mhm. Ce qui se faisait avant, c'était la variolation. Ça se faisait même en Chine avant. C'est que les gens prenaient la variole, là, ça fait des petites pustules, c'est un peu dégueu, là. Mhm. Donc, ils prenaient un petit bout de pustule de variole, puis ils piquaient quelqu'un qui avait jamais eu la variole avec. Puis là, ils espéraient qu'il développe pas la maladie. Puis s'il développait pas la maladie, il devenait protégé contre l'attaque de la maladie. Puis là, il faut se garder en tête que dans ce temps-là, les gens savaient pas que c'était, même dans le temps de Jenner, là, ils savaient pas que c'était un micro-organisme qui causait la maladie. Mhm. Fait qu'ils savaient qu'il y avait la maladie, ils savaient que les pustules avaient fait qu'il y a vraiment fait des liens entre les petits pustules de bovins qui protégeaient contre La même la maladie humaine, etc. Quand on s'en met dans le contexte où ils ne savaient même pas que c'était un micro-organisme, un pathogène qui causait ça, là, c'est quand même assez impressionnant. Mais donc, il a réussi à faire ça, puis il a réussi à protéger les gens. Fait que c'est vraiment, donc, le principe, c'est de dire que le virus, maintenant on sait que c'est un virus qui cause la variole chez les bovins. Il ne cause pas de maladie chez l'humain, mais il est assez semblable dans sa structure et tout, dans sa composition, au virus de la variole qui cause la maladie chez l'humain, pour que notre système immunitaire le reconnaisse et soit capable de développer une mémoire immunologique pour que la prochaine fois qu'il est exposé à la variole humaine, il soit déjà prêt à se défendre. Mhm. Donc, la mémoire immunologique, ça se développe pendant la réponse immunitaire. Fait que, tantôt, je disais que quand on avait vraiment pas beaucoup de cellules qui avaient une spécificité. Donc, une fois que notre lymphocyte T, notre lymphocyte B a reconnu son antigène, il fait une expansion clonale, il se divise. Puis, il se divise en deux choses. Il se divise en un type de cellule qui va s'en aller au combat maintenant, puis il se divise en un autre type de cellule qui va devenir des cellules mémoire. Mhm. Puis ce qui est intéressant avec les cellules mémoire, c'est que c'est des cellules qui vont durer vraiment, vraiment longtemps dans notre corps, qui vont rester là et qui vont finalement juste attendre la prochaine infection qui pourrait ne jamais arriver, mais qui a quand même des chances d'arriver, là. Puis donc, à la prochaine infection, on n'a plus juste une cellule, on a quand même déjà plusieurs cellules. Mhm. Fait qu'on part pas de rien, on part de quelque chose de déjà entamé, fait que ça va beaucoup plus vite. Mhm. Fait que l'idée de la vaccination, c'est vraiment d'exploiter ce principe-là. Fait que si on attrape un rhume de façon naturelle, puis que l'année d'après, on est exposé au même virus qui pourrait causer le rhume, de façon naturelle, on va avoir développé une mémoire. Mhm. Mais on peut utiliser, comme Jenner l'a fait, comme Pasteur l'a fait aussi plus tard, vraiment induire de façon artificielle, si on peut dire, c'est le développement de cette mémoire-là. Fait que c'est ça un vaccin, c'est vraiment de dire
on exploite la caractéristique de notre système immunitaire qui est de développer une mémoire pour se protéger. Puis la vaccination, c'est quand même une des plus grandes réussites en santé publique de l'histoire de l'humanité. Probablement avec le lavage de mains. Ouais. Puis les principes sanitaires de base, là, mais il y a quand même des virus, comme le virus de la variole, justement, qui a complètement été éliminé là, grâce à des campagnes de vaccination efficaces. Puis là, évidemment, au niveau de la vaccination, il y a différentes stratégies. Il y a la stratégie très ancienne, comme ce que Jenner faisait, ce que Pasteur faisait, avec des virus qui ressemblent. Après ça, il y a eu l'utilisation de... on pouvait, par exemple, tuer des virus puis injecter des virus morts. Il y a le principe d'utiliser... Pas tuer des virus, non? Tu pourrais, par exemple, les chauffer. Les naturés, oui. Okay. Oui, c'est ça. Tu pourrais les chauffer, puis là, ils sont plus vraiment infectieux. Fait que, tu sais, là, on pourrait aller dans le... Sont-ils vivants ou pas vivants? Oui, ça, c'est le gros débat. Ouais, c'est ça. Pas de suite. Mais, donc, les inactiver ou les dans le fond, les rendre moins infectieux ou Puis après ça, là, il y a les nouvelles stratégies de vaccins maintenant qu'on a vues pour la COVID, entre autres, là, qui sont plutôt d'utiliser de plus du tout utiliser le virus en tant que tel, lui-même, mais d'utiliser du matériel génétique qui va coder pour des portions du virus. Donc, que ce soit comme les virus les vaccins à ARN, c'est exactement ça. Tu te fais même plus injecter le virus, fait qu'il y a zéro danger. Tu te fais juste injecter une petite particule qui contient, c'est ça, qui contient ce qui code pour l'antigène viral. Puis ça fonctionne super bien, beaucoup plus facile à produire, très sécuritaire, etc. Donc, mais le principe reste le même. C'est d'exploiter vraiment le phénomène naturel de génération de mémoire immunologique. Puis, la chose peut-être que j'aurais mentionnée, c'est que là, avec la COVID, ça nous prend 2 doses. Avec, par exemple, le vaccin pour le tétanos, on est supposé avoir une dose à chaque 10 ans. Fait que là, je disais que les cellules mémoire duraient toujours, mais en fait, dépendamment du type d'exposition, dépendamment de l'efficacité de la vaccination, etc., ça se peut qu'on soit obligé d'avoir ce qu'on appelle un boost pour vraiment s'assurer qu'on a encore assez de cellules mémoire pour que ça vaille la peine. Là. Donc, c'est pour ça on doit se faire vacciner 2 fois ou 3 fois ou avoir un rappel là, à chaque 10 ans. Donc, c'est juste pour s'assurer que ça continue puis que nos cellules mémoire sont encore... on en a encore assez, en fait. Puis pourquoi, dans le fond, on dit que les jeunes enfants puis les personnes âgées sont la population à risque d'être infectées? Il y a la COVID, là, mais il n'y a pas juste la COVID, il y a plein d'autres affaires qui peuvent attraper. Pourquoi eux sont plus sujets à être infectés? Ils ne sont pas nécessairement plus sujets à être infectés, mais sont peut-être plus sujets à développer des symptômes pour différents types d'infections parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, c'est vrai. Donc, les enfants, comme ils sont jeunes, l'étendue de leur mémoire est quand même beaucoup moins développée. Moi, là, j'ai des enfants, puis je l'ai vu, là, je l'ai vraiment vu. Quand ils étaient jeunes, tous les petits rhumes, ils les attrapent, un après l'autre, ils sont tout le temps malades, ils ont tout le temps la goutte au nez. Puis à un moment donné, on dirait que ça se fait comme ça, puis pourtant, ils ont encore plus de contact avec l'extérieur, mais ils cessent de développer tous les symptômes. C'est pas parce que les virus sont plus là, c'est pas parce que les pathogènes sont plus là, c'est probablement parce que eux ils ont développé leur mémoire. Puis là, l'infection est gérée vraiment rapidement par leur système immunitaire. Au niveau des personnes âgées, il
ben là, c'est sûr qu'il y a un certain épuisement à plusieurs niveaux, un certain ralentissement. Les barrières physiques sont probablement beaucoup moins efficaces aussi. Hein? On pense juste à la peau, tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs aspects. Donc, c'est une combinaison de facteurs, mais c'est sûr que pour les tout petits, là, la mémoire est moins étendue. Pour les plus âgés, ben c'est ça. Il y a le vieillissement quand même. Je suis pas une experte du vieillissement du système immunitaire, mais ça va avec tout le reste. Là, donc, Puis, qu'est-ce qui est pour le... Qu'est-ce qui est... je sais pas comment formuler ma phrase. Qu'est-ce qui se passe pour, mettons, un cancer? Comment notre système immunitaire, il gère ça? Bon, pour le cancer, ça, c'est un peu embêtant, hein, parce qu'en fait, un cancer, ça vient des cellules de notre corps. Mm-hmm. Donc, en principe, ça pourrait ne pas être reconnu par notre système immunitaire parce que ça ressemble beaucoup aux cellules normales de notre corps. Mm-hmm. Cela dit, il y a certaines caractéristiques des cellules cancéreuses qui peuvent être reconnues par notre système immunitaire. Pas nécessairement tout de suite par les lymphocytes T ou les lymphocytes B, mais on a un type de cellules qui s'appelle les cellules NK, qui sont les Natural Killer Cells, qui sont des cellules qui sont très efficaces contre, justement, pour nous défendre des cellules cancéreuses. Puis eux, en fait, ce qu'ils reconnaissent de façon assez efficace, c'est pas un récepteur. Ben, ils reconnaissent certains récepteurs, mais entre autres, ils vont reconnaître la disparition d'un récepteur en particulier sur nos cellules. Puis ça donne que les cellules cancéreuses, dans leur processus, ils vont cesser d'exprimer un certain récepteur à la surface. Puis quand les natural killer cells ou lymphocytes NK ne voient plus ce récepteur-là, ben là, ils peuvent attaquer. Ouais. Mais les cellules cancéreuses vont aussi se mettre à exprimer certaines protéines, certaines choses qui sont un petit peu anormales, parce que malgré tout, c'est des cellules anormales. Là. Mais c'est sûr que c'est pas ce qui saute aux yeux du système immunitaire tout de suite. Là. Puis, des fois, des tumeurs, c'est pas super bien vascularisé. Ça peut être difficile pour... C'est ça, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer pour notre système immunitaire. Puis, avec toutes ces techniques-là, là, on a tiré profit du fait qu'on a une mémoire immunitaire avec les vaccins, mais est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on optimise, dans le fond, le fait qu'on a ce système-là dans notre corps, qu'on est capable de mentir puis se faire croire des choses pour nous aider, dans le fond? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a des différents types d'immunothérapie qui ont émergé dans les dernières années, mais quand même avant ça. Là, donc, il y a en fait, l'immunothérapie, on pourrait dire que c'est des thérapies qui exploitent le système immunitaire. Des stratégies qui l'utilisent en fait pour éliminer entre autres le cancer. Donc, ça peut être utilisé notre système immunitaire comme outil. Par exemple, nos anticorps, c'est des molécules qui sont produites par les lymphocytes B, qui permettent de se débarrasser des pathogènes. On peut les produire en laboratoire, les anticorps. On pourrait en théorie, ça se fait, là, utiliser des anticorps produits à l'extérieur de notre corps, les faire injecter, puis les utiliser comme outils, comme si c'était nous qui les avions synthétisés, mais même s'ils ont été synthétisés à l'extérieur. On peut utiliser des molécules comme les interférons, qui peuvent avoir des effets antiviraux. Encore une fois, normalement, sont produits par notre corps. On peut les faire produire à l'extérieur. Donc, tout plein de molécules comme ça qui sont normalement synthétisées par notre système immunitaire qui peuvent être
qui peuvent être synthétisés à l'extérieur. On peut aussi utiliser, une des stratégies en immunothérapie, c'est d'utiliser, contre le cancer, là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des virus oncolytiques. Mm-hmm. Donc, ça, c'est des virus qui vont se diriger vers les tumeurs, sont vraiment faites pour se diriger vers les tumeurs, pas vers les cellules normales. Ils vont infecter les cellules cancéreuses. Ils vont les liser, en fait. Puis en les lisant, ils vont éliminer la tumeur, mais ils vont aussi libérer un paquet de choses qui va pouvoir être reconnu par le système immunitaire comme étant des antigènes, puis qui va pouvoir déclencher une réponse immunitaire. Fait qu'à la fois, ils peuvent détruire une tumeur et promouvoir, en fait, l'action du système immunitaire contre la tumeur en question. Parce que liser, est comme brisé, éclaté. C'est ça, brisé, oui, exactement. C'est correct, juste parce que c'est que j'entends dans mon oreille le monde qui vont faire des « hein ». Parce que, tu sais, moi, je le vois écrit dans ma tête, là, mais sinon, je serais comme « hein », ben voyons. Non, mais il faut faire attention, puis le jargon scientifique, puis même dans tous les domaines de la science, là, mais en immunologie, on est particulièrement bon dans aussi les petits acronymes, là. Ouais. On essaie de faire attention, mais c'est sûr que c'est pas... Donc oui, c'est ça. Ils permettent de détruire. Fait qu'ils détruisent la tumeur, puis en même temps, ils permettent d'exposer, en fait, des molécules, des antigènes qui peuvent être reconnus puis enclencher une réponse immunitaire. Mm-hmm. Puis l'autre bras de l'immunothérapie contre le cancer qui est vraiment plus complexe, qui est versé vers la médecine personnalisée, si on peut dire, là. Mm-hmm. C'est l'utilisation des CAR T-cells. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, là, mais CAR T-cells, ça vient de Chimeric Antigen Receptor T-cells. Puis ça, dans le fond, la stratégie, c'est vraiment d'aller pour un patient donné. Toutes les autres stratégies que j'ai mentionnées tantôt d'immunothérapie, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner pour plusieurs personnes. Les CAR T-cells, là, la stratégie, c'est vraiment d'aller chercher les lymphocytes T d'un patient, les sortir du patient, les modifier génétiquement, les amplifier, les faire pousser, puis les réinjecter chez le même patient. Mm-hmm. Et la façon dont on va les modifier chez un patient est pas la même que la façon dont on va les modifier chez un autre patient puis chez un autre. Fait que c'est pour ça que... Dépendant qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça, exactement. Donc, le but de la modification, ça va être d'en faire des lymphocytes T qui sont vraiment efficaces à reconnaître le cancer dont la personne est atteinte. Mm-hmm. OK? Donc, on va lui fournir un récepteur contre ce cancer-là. Puis là, une fois que le lymphocyte T va avoir reconnu le cancer, il va pouvoir faire son action qui va être de le détruire, là. Mm-hmm. Donc, mais ça implique quand même, c'est des thérapies complexes et coûteuses et qui fonctionnent pour une personne. Donc, avec les années, j'imagine que les processus vont s'améliorer et tout, mais ça reste là pour le moment que c'est quand même quelque chose de... C'est fascinant comme stratégie, c'est une super belle, super beau concept, là. Mais au niveau pratico-pratique, c'est sûr que ça sera jamais la première approche, là. Mais tu sais, ils font des greffes de moelle osseuse, là. Oui. Mais si ton corps ne reconnaît pas le cancer, parce que justement, c'est du soi, le fait de faire une greffe de moelle osseuse, pourquoi est-ce que les cellules de quelqu'un d'autre, pourquoi ils ne reconnaîtraient pas toutes les cellules de toi comme mauvaises puis juste celles de ton cancer? La greffe de moelle osseuse, ça dépend dans quelles circonstances elle est faite, mais ça va être souvent fait, en fait, dans le contexte où la personne a plutôt un lymphome, là, donc plutôt un cancer, justement, du système immunitaire. C'est vrai. Fait que là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on
tu sais, parce qu'on peut pas faire quelqu'un qui aurait un cancer de, je sais pas moi, des os, tu peux pas aller greffer des os, toutes les os du corps de la personne. Non. Mais avec comme on a commencé en disant que toutes les cellules sanguines venaient d'un progéniteur commun qui était dans la moelle osseuse, on peut s'imaginer éliminer temporairement, tuer toutes les cellules du système immunitaire de quelqu'un, puis aller, en fait, réinitialiser le développement du système immunitaire en faisant une greffe de moelle. OK. Puis là, tu repars à zéro. Puis là, tu essaies de reconstruire à nouveau. C'est ça, exactement. Mais pourtant, OK, c'est parce que j'étais comme, ben là, il va bien se rendre compte qu'il n'y a pas de cellules, tu sais, que c'est pas la même cellule, mais les cellules qui vérifient si t'es la bonne cellule, ils sont plus là. Fait que, tu sais, vérifient si c'est bien toi, ben ils ne sont plus là. Mais là, il faut que ça soit proche, c'est ça, pour pas qu'ils reconnaissent tout toi comme étant pas toi. Mais là, en fait, donc, tu veux pas que ton corps rejette le greffon. Mm-hmm. Puis quand tu vas transplanter un tissu qui contient des cellules immunitaires comme de la moelle osseuse, il faut pas non plus que le greffon réagisse avec l'organisme dans lequel il est greffé. Mm-hmm. OK? Fait qu'il faut vraiment valider les deux. Puis là, ben, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais ça va être au médecin de faire un travail d'évaluation de la compatibilité entre les tissus. OK. Fait que ça, c'est vraiment clé là, dans les greffes. Puis plus, évidemment, normalement, plus on est proche génétiquement de quelqu'un, plus notre système de compatibilité entre les tissus va être proche, va être semblable. Puis donc, plus on a de chances que les greffes soient efficaces puis que ça cause pas de problème de rejet. Mais il n'y a pas comme c'est pas inévitable qu'il y ait un rejet de la greffe? Il peut y avoir des rejets de greffe, puis il peut avoir ce qu'on appelle, ça s'appelle le graft versus host disease. Ça, c'est quand le greffon réagit contre l'organisme. Mm-hmm. Ouais, tu peux avoir l'organisme qui réagit contre le greffon, puis si ton greffon contient du tissu immunitaire, tu peux avoir un greffon qui réagit contre l'organisme dans lequel il est greffé aussi. Mm-hmm. OK, mais c'est vraiment une question de gérer la compatibilité entre les tissus. Là. Ouais. Mais il me semble que, mettons, si tu fais greffer un cœur, il va durer, tu sais, mettons, le maximum, c'est comme 10 ans avant que c'est pas comme inévitable que tu le rejettes. Ben, ils vont. Non, je pense pas. Ils vont aussi donner beaucoup de médicaments qui vont minimiser le système immunitaire, fait que la personne devient aussi immunosupprimée. Mm-hmm. Donc, comme tu veux minimiser les chances de rejet, ben, tu prends des médicaments qui vont baisser l'efficacité du système immunitaire. Bien, évidemment, ça peut avoir des impacts aussi sur le reste de ta santé. C'est ça, sur ta sensibilité aux infections. Donc, ces gens-là qui sont immunosupprimés, il faut qu'ils fassent attention là, justement à s'exposer de façon inutile aux infections, aux pathogènes, etc. Mm-hmm. Bon, ben ça nous met une petite base sur c'est quoi l'immunologie. Bon, j'espère que vous avez compris. Il y a quand même des concepts c'est pas si simples que ça. C'est difficile d'en parler des fois sans vraiment aller dans les détails, mais bon, j'espère que c'était pas trop compliqué. Je trouve pas que c'était... Parce que moi, de mon point de vue, moi, je sais, là, mais je trouvais que c'est pas trop des mots compliqués, c'est pas trop utiliser des mots trop compliqués. Génial. Mais merci d'être venu à l'émission. Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Ben, c'était vraiment amusant de pouvoir te parler puis qu'on puisse
jaser avec les gens et leur expliquer un peu comment ça marche, là, surtout en ce moment là, que tout le monde s'ostine là, sur l'humanité. Là. Ouais. Donc, on va mettre ça clair. J'invite les étudiants de Sherbrooke à ne pas se gêner pour venir appliquer pour des stages d'été à l'Université Laval puis au Centre Cerveau. On a plein de choses vraiment intéressantes. Là. Oui. Ben merci. OK, bye! Au revoir.